Le Temple par Howard Phillips Lovecraft. Manuscrit trouvé sur la côte du Yucatan. En ce 20 août 1917, moi, Karl Heinrich comte d'Alsberg Ehrenstein, lieutenant-commandant du sous-marin U-29 de la flotte impériale allemande, je m'apprête à introduire dans une bouteille cet ultime message écrit à partir d'une certaine position sur l'océan Atlantique, dont j'ignore les coordonnées exactes, mais qui vraisemblablement devrait se situer à 25 degrés de latitude nord, 35 degrés de longitude ouest, et où mon bateau vient de faire naufrage. J'accomplis ce dernier acte dans le désir d'informer le public d'un fait inhabituel. Je ne survivrai certainement pas pour pouvoir en parler moi-même. Mon sous-marin a été coulé, comme je l'ai déjà dit, mais les circonstances où je me trouve sont à la fois si extraordinaires et si menaçantes que mon inébranlable volonté germanique en est fortement atteinte. Au cours de l'après-midi du 18 juin, ainsi que nous l'avons signalé par radio au sous-marin U-61 en route pour Kiel, nous avons torpillé le cargo anglais Victory, parti de New York pour Liverpool, à 45 degrés 16 minutes de latitude nord, 28 degrés 34 minutes de longitude ouest. L'équipage avait été autorisé à quitter le navire en canot afin de rendre plus dramatique le film que nous tournions des événements pour les archives de l'amirauté. Le bateau sombra spectaculairement, la proue la première, la poupe dressée au-dessus des vagues, tandis que la coque s'enfonçait droit dans l'eau. Notre caméra ne manqua aucun détail, et je regrette qu'un si bon document cinématographique ne doive jamais atteindre Berlin. Après quoi nous coulâmes les canots de sauvetage avec nos fusils, puis ce fut la plongée. Lorsque notre sous-marin refit surface au coucher du soleil, nous découvrîmes sur le pont le corps d'un marin. Ses mains étaient étrangement accrochées au garde-fou. Le pauvre garçon était jeune, le teint mat, très beau, un Italien ou un Grec probablement, qui sans aucun doute avait fait partie de l'équipage du Victory. Il avait cherché refuge sur le bateau même qui avait dû détruire le sien, victime avec tant d'autres de l'injuste guerre d'agression que ces cochons d'anglais ont déclarée à notre patrie. Nos hommes le fouillèrent et trouvèrent dans la poche de sa veste un étrange morceau d'ivoire gravé, représentant un jeune visage couronné de laurier. Mon second, le lieutenant Klenz, pensa que cet objet était ancien et d'une grande valeur artistique. Il s'en empara et se l'appropria. Comment cette tête sculptée avait-elle pu devenir la propriété d'un homme d'équipage, personne ne le saura jamais. Tandis que le cadavre était jeté par-dessus bord, deux incidents se produisirent, semant le trouble au milieu de nos marins. Comme on traînait le corps vers le bastingage, les yeux du mort fermés jusque-là s'écarquillèrent. Plusieurs hommes affirmèrent alors que le mort avait fixé ironiquement les deux matelots qui étaient penchés au-dessus de lui, Schmidt et Zimmer. Le bosco Müller, un homme âgé qui, de ce fait, aurait dû se montrer raisonnable, mais qui en vérité était un crétin d'Alsacien superstitieux, fut tellement frappé de ce prétendu regard qu'il observa la chute du corps. Il jura ses grands dieux qu'après s'être un moment enfoncé dans l'eau, le marin s'était redressé, avait étiré ses membres, et s'était éloigné rapidement vers le sud en nageant sous l'eau. Klenz et moi-même n'apportâmes aucun crédit à cette démonstration de crédulité paysanne, et nous décidâmes de punir nos hommes, et particulièrement ce Müller. Le lendemain, une partie de l'équipage était malade. De toute évidence, ils souffraient de la tension nerveuse que leur imposait notre long voyage. Ils avaient fait d'affreux cauchemars. Nombre d'entre eux semblaient hébétés, frappés d'une étrange langueur. Après m'être assuré qu'il n'y avait pas là simulation, je leur permis de prendre du repos. Et comme la mer était agitée, nous descendîmes à une profondeur où les vagues nous gênaient moins. Nous nous trouvions relativement au calme. Il n'y avait pour troubler notre route qu'un énigmatique courant océanique orienté vers le sud, et qui ne figurait sur aucune de nos cartes de bord. Les plaintes des malades, bien qu'agaçantes à la longue, ne semblaient pas démoraliser outre mesure le reste de l'équipage. Aussi n'appliquâmes-nous point les mesures extrêmes. Notre plan était de rester dans ces eaux afin d'intercepter le paquebot Dacia, dont nos agents new-yorkais nous avaient annoncé le passage. Lorsqu'en fin d'après-midi nous émergeâmes, la mer était calmée. À l'horizon nord, on apercevait la fumée d'un navire de guerre. Mais nous en étions suffisamment éloignés pour ne pas nous en inquiéter, d'autant que notre bâtiment était aisément submersible. Ce qui nous gênait davantage, c'étaient les discours de Müller, qui se faisaient de plus en plus violents à mesure que la nuit tombait.
Il avait retrouvé une détestable mentalité infantile et racontait dans un étrange langage qu'il voyait des cadavres à travers les hublots. Ces êtres prétendaient-ils le fixer intensément. Il disait reconnaître en eux les victimes de nos exploits victorieux. De plus, ajoutait-il, ils étaient menés par le jeune marin jeté par-dessus bord. Son récit était tellement sombre et sinistre qu'après l'avoir sévèrement fouetté, nous le fîmes mettre au fer. Les hommes eurent beau montrer leur mécontentement, nous pensions qu'il était nécessaire de faire observer la discipline. Nous rejetâmes aussi la requête d'une délégation conduite par Zimmer qui désirait que la figurine d'ivoire fût lancée à la mer. Le 20 juin, les matelots Bum et Schmidt, qui avaient été la veille au nombre des malades, devinrent fous furieux. Je regrettais de ne pas avoir inclus dans mon équipage un officier médecin, car les vies allemandes sont précieuses. Les divagations des deux hommes troublaient à ce point la discipline générale que j'appliquai la solution extrême. L'équipage l'accepta de très mauvaise grâce, mais elle sembla toutefois calmer Müller, qui par la suite ne nous causa plus jamais aucun souci. Ce soir-là, nous le relâchâmes, et il retourna sans un mot à ses besognes habituelles. La semaine suivante, dans la tente du Dacia, nous étions tous très nerveux. Cette tension s'accrut lorsque nous eûmes constaté la disparition de Müller et de Zimmer, qui s'étaient probablement suicidés, harassés par les visions terrifiantes qui les avaient poursuivis des jours durant. Personne cependant ne les avait réellement vus se jeter par-dessus bord. Je me sentais presque débarrassé de Müller, car, même dans ces périodes de silence, sa présence avait fortement affecté l'équipage. Maintenant, chacun restait taciturne, comme si, les uns les autres, nous avions un terrible secret à garder. Les malades étaient nombreux. Le lieutenant Clenz avait du mal à supporter la pression des profondeurs et s'irritait au moindre détail. Les dauphins, notamment, qui se rassemblaient toujours plus nombreux autour de l'U-29, l'agaçaient beaucoup, ainsi que la force croissante des courants mystérieux qui nous faisaient dériver vers le sud. Il nous apparut alors que nous avions manqué le Dacia. De tels échecs ne sont pas rares, et je fus en mon fort intérieur satisfait, puisque je pouvais désormais rentrer à Wilhelmshaven. Le 28 juin à midi, nous mîmes le cap vers le nord-est, et en dépit de quelques collisions assez comiques avec des masses inhabituelles de dauphins, nous fûmes bientôt dans la bonne direction. L'explosion de la chambre des machines à 2 heures du matin fut pour nous tous une étonnante surprise, car les hommes qui n'avaient jamais négligé leur tâche un seul instant n'avaient jusqu'alors constaté aucune défaillance mécanique. Lorsque le lieutenant Clenz s'y engouffra, il trouva le réservoir de combustible et la plupart des appareils complètement détruits. Raab et Schneider, les 2 mécaniciens, avaient été tués sur place. Notre situation était grave. Certes, les régénérateurs chimiques d'atmosphère étaient intacts. Nous pouvions utiliser les réserves d'air comprimé et les accumulateurs pour plonger ou remonter. Mais il nous était devenu impossible de propulser ou de diriger le sous-marin. Chercher le salut à bord de canots de sauvetage, cela revenait à nous livrer à l'ennemi impitoyable de notre grande nation germanique. Le lendemain après-midi, un vol compact d'oiseaux de mer venus du sud nous survola, et l'océan alors devint furieux. Après avoir fermé les écoutilles, nous l'attendîmes les événements, et très vite, nous prîmes conscience de la nécessité de replonger si nous ne voulions pas être submergés par les vagues. Nos réserves d'air comprimées diminuaient à vue d'œil. Nous souhaitions éviter de gaspiller nos ressources en électricité, mais nous n'avions pas le choix. Du reste, nous ne nous enfonçâmes pas profondément. Au bout de quelques heures, ayant constaté que la mer s'était calmée, je décidai de refaire surface. Mais le mécanisme de remontée s'était détérioré. Malgré l'ardeur de nos mécaniciens, il refusa de fonctionner. Cet emprisonnement sous-marin eut le don d'épouvanter les hommes, qui se mirent à marmonner des choses déplaisantes sur Clenz, car son obstination à garder la plaquette d'ivoire les contrariait. Il ne nous fut possible d'obtenir le calme que lorsque nous les eûmes menacés de nos revolvers. Afin de les occuper et de les rassurer, nous leur avions donné l'ordre de s'acharner sur les machines, bien que cela fût parfaitement inutile. Clenz et moi-même dormions à tour de rôle. Ce fut durant mon sommeil, vers 5 heures du matin le 4 juillet, que la mutinerie éclata. Les 6 cochons de matelots qui nous restaient, se doutant que nous étions perdus, avaient piqué une crise de rage folle lorsque 2 jours auparavant, nous avions refusé de nous rendre à un navire américain. Ils déliraient depuis, nous abreuvant d'injures, rugissant comme de vils animaux qu'ils étaient, brisant sans discernement meubles et matériels.
Ils évoquaient sans trêve le visage du jeune homme qui les avait prétendument regardés avant de s'enfuir à la nage, et ils maudissaient à longueur de journée la figurine de Cleanse. Celui-ci, un rénant, mou et efféminé, semblait paralysé, et il se révéla complètement inefficace. Je finis par abattre les 6 hommes. C'était devenu nécessaire. Après quoi je m'assurai qu'ils avaient tous été touchés à mort. Nous jetâmes les cadavres à travers le double sas. Désormais, Cleanse et moi étions les seuls occupants du sous-marin. Mon second, très tendu, buvait immodérément. Il fut décidé entre nous que nous resterions en vie aussi longtemps que possible, en utilisant le stock abondant de nos provisions et nos réserves d'oxygène. Les boussoles et tous les appareils de mesure avaient été détruits. Nous ne pouvions plus définir notre position que d'une façon approximative. Par chance, nous possédions dans nos accumulateurs des réserves d'électricité pour les projecteurs et notre éclairage intérieur. En regardant par les hublots, nous n'apercevions jamais autre chose que les troupes de dauphins qui nageaient parallèlement à notre dérive. Sur le plan scientifique, ces dauphins-là m'intéressaient, car tous les spécialistes savent que le Delphinus delphis commun, qui est un mammifère cétacé, ne peut subsister longtemps sans air. Or, en surveillant étroitement l'un de ces nageurs 2 heures durant, je pus constater qu'il ne refaisait jamais surface. À mesure que le temps passait, Cleanse estima que nous dérivions toujours vers le sud et que nous nous enfoncions de plus en plus profondément. Nous nous consacrâmes à l'étude de la flore et de la faune marine, car j'avais emporté dans mes bagages personnels de nombreux livres à ce sujet. Mon compagnon manquait de culture. Son esprit, qui n'était pas celui d'un Prussien, se perdait dans des considérations sans intérêt. Il était très troublé par l'approche de notre mort inéluctable, et je le surprenais souvent à prononcer des paroles de remords à l'égard des hommes et des femmes et des enfants que nous avions envoyés par le fond. Au bout de peu de temps, il apparut franchement déséquilibré. Des heures durant, il fixait la figurine d'ivoire et délirait sur les choses perdues et oubliées sous les eaux. Parfois, à titre d'expérience psychologique, je l'encourageais dans ses rêveries pour écouter ses interminables citations poétiques et ses récits de naufrage. J'étais malheureux pour lui, car il est toujours triste de voir souffrir un Allemand. Mais je jugeais qu'il n'était pas le compagnon avec lequel il m'eût convenu de mourir ici. Car je suis un homme fier. Je sais comment ma patrie honorera ma mémoire. Je sais que je servirai de modèle aux jeunes générations. Le 9 août, nous vîmes le fond, sur lequel nous dirigeâmes aussitôt un puissant projecteur. C'était une plaine ondulante, jonchée d'algues et de coquillages. Elle était parsemée de petits objets recouverts d'herbes marines et incrustés de nacre, et qui, selon Keynes, étaient des épaves antiques gisant dans leur tombe. Il fut cependant surpris par un pic de matière solide, d'un diamètre de 2 pieds, qui s'élevait au-dessus du lit de l'océan de plus de 4 pieds, avec des côtés plats et des surfaces lisses, qui formaient en se rencontrant des angles très obtus. Pour ma part, je pensais que ce pic était une simple protubérance, mais Cleanse me soutenait qu'il y voyait des signes gravés. Au bout d'un moment, il se mit à trembler en détournant ses yeux des paysages sous-marins comme terrorisés. Pour se justifier, il me déclara que la vastitude des grands espaces, l'obscurité, l'éloignement et le mystère de ces abîmes océaniques l'avaient mené au bout de ses forces. Il était fatigué, physiquement et moralement, c'est un fait, et désormais inutilisable. Mais moi, qui suis allemand de pure race, je pus encore remarquer 2 choses. Primo, que le U-29 supportait la pression d'une façon magnifique. Secondo, que ces étranges dauphins nous suivaient toujours, à une profondeur où l'existence d'organismes aussi évolués est considérée comme impossible par les naturalistes. J'avais certainement, du reste, surestimé cette profondeur, mais je savais que nous étions descendus assez longtemps et assez bas pour être sûr de ce que j'avançais. C'est le 12 août, à 3h15 du matin, que Cleanse devint fou. Il s'était rendu dans la tour pour se servir du projecteur. Je le vis faire irruption, le visage complètement défait dans la bibliothèque où je m'étais installé. Il se mit alors à crier avec une emphase étonnante que quelque chose l'appelait, qu'il l'entendait et que nous devions partir. Tandis qu'il parlait, il prit sur la table la figurine d'ivoire, l'enfouit dans sa poche, saisit ma main et essaya de m'entraîner vers le pont. En un éclair, je compris que son projet était d'ouvrir le sas et de plonger avec moi dans les eaux, comme étant à la fois un crime et un suicide. Je tentai de le calmer, mais il devint de plus en plus violent. Il cria qu'il fallait partir maintenant.
car il serait bientôt trop tard, et qu'il valait mieux se repentir tout de suite et se voir pardonner, plutôt que de défier et être condamné. Je décidai de changer d'attitude et lui déclarai qu'il était en train de perdre la raison. Il me hurla alors que s'il était fou, c'était merveilleux, et que puissent les dieux avoir pitié d'un homme qui, dans sa dureté, peut garder un tel sang-froid devant une mort aussi certaine et atroce. Son explosion de révolte semblait l'avoir quelque peu soulagé. À la fin de sa déclaration, il s'était calmé. Il me pria de le laisser sortir seul si je ne voulais pas le suivre. C'était un Allemand, certes, mais un Rhénan, et fou par surcroît. En acceptant sa raquette, je me débarrassai de lui qui n'était plus un compagnon, mais je me débarrassai également d'une menace constante. Je lui demandai de me remettre sa figurine d'ivoire avant son départ, et cela le fit éclater d'un rire si étrange que je n'insistai pas. Je m'informai auprès de lui afin de savoir s'il désirait laisser un souvenir à sa famille, une mèche de cheveux par exemple, au cas où je me tirerais de là. Il repartit de son rire singulier. Cleanse grimpa à l'échelle et je manipulai les leviers qui l'envoyèrent à la mort qu'il s'était choisie. Lorsqu'il fut sorti du bureau, je balayai l'eau avec mon projecteur pour l'apercevoir une dernière fois, car je voulais savoir si la pression l'aplatirait, comme il eût été logique, ou si, au contraire, à l'instar de ces extraordinaires dauphins, il allait rester intact. Je ne réussis pas à voir mon dernier compagnon, car les dauphins s'étaient amassés autour du sous-marin. Ce soir-là, j'ai regretté de ne pas avoir dérobé la figurine d'ivoire dans la poche de ce pauvre Cleanse, car son souvenir me fascinait. Je ne pouvais effacer de ma mémoire cette tête jeune et belle, couronnée de feuilles, bien que, par nature, je ne sois guère artiste. De plus, j'étais un peu fâché de n'avoir personne à qui parler. Cleanse, bien que n'ayant pas mon intelligence, c'était mieux que personne. Je dormis assez mal cette nuit-là, et finis par me demander quand exactement tout cela finirait. Quoi qu'il advint, j'avais encore, pensais-je, une chance d'être sauvé. Le lendemain, je recommençai à l'aide du projecteur mes investigations sous-marines. Au nord, la vue était la même que depuis plusieurs jours, mais je constatais que la dérive de l'U-29 avait perdu de la vitesse. Quand je dirigeais le faisceau lumineux vers le sud, je remarquai qu'au loin, le fond océanique s'inclinait en pente raide, et qu'il était jalonné à intervalles réguliers de nombreux blocs de pierre, qui semblaient disposés de manière à former un tracé très précis. Je dus ajuster le projecteur pour bien éclairer ces lignes en contrebas. Dans mes manipulations, un fil se détacha et je perdis encore plusieurs minutes à le réparer. Mais la lumière finit par revenir, inondant la vallée sous mes yeux. Je ne suis pas d'un naturel émotif, mais mon étonnement fut grand lorsque je contemplais ce que la lumière électrique révélait à ma vue. J'ai beau avoir été élevé dans le respect prussien de la Kultur, je n'en fus pas moins abasourdi devant cette fresque de la géologie et de la tradition au fond des océans. Un grand nombre d'édifices, à différents stades de conservation, et dont la plupart étaient en ruine, s'étendaient devant moi. Leur architecture, qui ne relevait d'aucun style précis, était admirable. Certains d'entre eux étaient en marbre et brillaient sous les feux du projecteur. Le plan général de ce paysage était en fait celui d'une grande ville, au cœur d'une étroite vallée avec de nombreux temples isolés et des villas sur des pentes. Les toits s'étaient effondrés et les colonnes brisées, mêlées ensemble, n'en gardaient pas moins un air de splendeur ancienne, immémoriale, que rien ne pouvait effacer. Confronté avec l'Atlantide, que jusque-là j'avais tenu pour un mythe, je devins le plus audacieux des explorateurs. Au fond de cette vallée, une rivière avait coulé autrefois, car je distinguais dans ces ruines les restes de ponts, de terrasses et de quais, naguère sans doute gais et verdoyants. Dans mon enthousiasme, je devins presque aussitôt idiot et sentimental que le pauvre Cleanse, et je mis longtemps à m'apercevoir que le U-29 se posait lentement sur la cité engloutie, comme un avion sur la terre ferme. Je ne découvris pas tout de suite, non plus, que le groupe de dauphins avait disparu. 2 heures après, mon submersible reposait sur une vaste place pavée, à proximité de la muraille rocheuse de la vallée. D'un côté, je pouvais admirer la ville entière, descendant de la place vers le lit d'une ancienne rivière. De l'autre côté, tout près de moi, se trouvait la façade, richement ornée, parfaitement conservée, d'une grande bâtisse, très certainement un temple, taillé dans le roc.
Je ne peux faire de suppositions sur ce bâtiment cyclopéen. La façade gigantesque semble recouvrir une vaste galerie car ses fenêtres sont larges et nombreuses. Au centre s'ouvre une grande porte à laquelle on accède par un escalier impressionnant entouré d'exquis bas-reliefs représentant des bacchanales. Il y a aussi de grandes colonnes et des frises décorées de sculptures d'une indéniable beauté. Celles-ci reproduisent manifestement des scènes pastorales et des processions de prêtres et de prêtresses portant d'étranges emblèmes rituels pour l'adoration d'un dieu. Cet art est d'une perfection éblouissante, d'une inspiration très voisine de celle de la Grèce antique et pourtant tout à fait originale. Une telle impression d'ancienneté s'en dégageait que l'on aurait cru antérieure encore à l'art de la civilisation que fut elle-même l'ancêtre de la Grèce. Tout ce qui s'étendait sous mes yeux était de la même pierre que la colline, et celle-ci avait dû servir de carrière. Après des milliers d'années, tout cela restait intact, inviolé, dans la nuit infinie du gouffre marin. Je ne saurais dire combien d'heures j'ai passé devant cette admirable cité, ses maisons, ses ponts, sa beauté et son mystère. Je savais que ma fin était proche, mais la curiosité me dévorait. Je promenais sans cesse la lumière de mon projecteur. Quelques nouveaux détails m'apparurent, mais il était impossible de voir au-delà de la porte entr'ouverte du temple. Au bout d'un certain temps, je me résignai à éteindre mon projecteur, dont l'intensité faiblissait. Mais, chose étrange, moins je pouvais contempler et plus mon désir d'en savoir davantage s'aiguisait. Je brûlais d'envie de faire l'exploration de la ville antique. Une pensée me revenait constamment à l'esprit, en tant qu'Allemand. Je me devais de fouler le premier ces chemins millénaires et oubliés. Je sortis un scaphandre de plongée profonde. Je me munis d'une lampe portative et d'un générateur d'oxygène. C'est au prix de multiples efforts soutenus par mon avide curiosité que je parvins à ouvrir seul le double sas. Et je savais que je triompherais de n'importe quel obstacle grâce à mon habileté, mes connaissances techniques et scientifiques. Je marcherais dans la ville morte. En effet, ce fut le 16 août que j'effectuai ma première sortie. Avec peine, je me suis ménagé un chemin qui m'a mené au lit de la rivière. Il n'y avait là aucun squelette, et pas la moindre trace de reste humain. Mais je ramassai quantité de statuettes et de pièces de monnaie. Je ne peux en parler à cet instant, mais je tiens à faire part de ma stupéfaction devant une culture qui connut son épanouissement à une époque où l'Europe était habitée par les hommes des cavernes, et où il n'y avait personne encore sur les rives du Nil. Que d'autres, guidés par mon manuscrit, si jamais on le recueille un jour, trouvent une explication plausible à ce mystère, que je ne puis, dans ma situation, que signaler. Je retournerai à mon bateau ce jour-là, lorsque ma torche faiblit, bien décidé à visiter le temple le lendemain. Le 17 août, à ma grande déception, je dus remettre mon ambitieux projet, car j'ai réalisé que les matériaux nécessaires à la recharge de ma lampe portative avaient été détruits lors de la mutinerie de juillet. J'eus du mal à dominer ma rage, et mon bon sens germanique m'interdisait de m'aventurer à l'intérieur de ce temple obscur qui pouvait se révéler comme étant le repère d'un horrible monstre marin, ou bien encore un labyrinthe où j'eusse risqué de me perdre. Tout ce que je pus faire, ce fut de diriger sur la porte le projecteur déclinant du sous-marin. Je sortis alors. J'escomptais bien ainsi admirer les bas-reliefs du monument, mais ce fut en vain. Le toit même n'était plus visible. Mon investigation dut s'arrêter là. De plus, pour la première fois de ma vie, je ressentis de la terreur. Je commençais à comprendre quel sentiment avait envahi le pauvre Cleanse, car tandis que le temple m'attirait de plus en plus, ses abîmes aqueux m'épouvantaient. De retour dans mon bateau, j'éteignis les lumières et m'installai dans l'obscurité pour réfléchir. Je passai ainsi tout le samedi 18 dans le noir, tourmenté par des pensées et des souvenirs qui menaçaient de l'emporter sur ma volonté de faire. Cleanse était devenu fou. Il avait péri avant de connaître ce fantôme fantastique d'un passé incroyablement lointain. Il m'avait supplié de le suivre. Mes nerfs étaient mis à rude épreuve, et pourtant je résolus de chasser ces tourments propres seulement aux faibles. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil et rallumer le projecteur au mépris de ce que ce geste pouvait me coûter. Dans ma soif d'en savoir davantage, j'aurais préféré avoir plus de réserve en électricité qu'en air et en vivres. Je songeais à me donner la mort, et restai longtemps à contempler mon pistolet automatique. Je finis par m'endormir, sans éteindre la lumière. Le lendemain matin, j'ouvris les yeux dans l'obscurité. Les batteries étaient mortes. Je grattai plusieurs allumettes et me pris à me reprocher désespérément mon imprévoyance.
Je restais longtemps sans lumière, très calme. Comme je considérais ma fin inévitable, mon esprit développa une image à demi consciente qui eût fait trembler un individu plus faible que moi ou plus superstitieux. Le visage du dieu, rayonnant dans les sculptures du temple, était le même que celui de la figurine d'ivoire trouvée sur le cadavre du jeune marin et que Cleanse avait emporté au fond des mers. Cette coïncidence m'intrigua, mais ne me terrifia pas pour autant. Mon esprit était ébranlé, mais mon sens du rationnel m'interdisait d'expliquer ce qui est singulier et complexe par le court-circuit du surnaturel. Les circonstances étaient troublantes, mais rien ne m'autorisait à établir quelque corrélation hasardeuse entre ma condition présente et ce qui s'était passé sur le bateau depuis l'affaire du Victory. Ayant besoin de repos, je pris un sédatif et je m'endormis. Dans mes rêves, il me sembla entendre des cris humains et voir des visages morts se presser contre les hublots. Dans la foule de ces têtes, il y avait celle vivante, ironique et moqueuse du jeune homme de la figurine d'ivoire. Aujourd'hui, je dois être prudent en rédigeant ces notes, car je suis très ébranlé, et désormais les hallucinations se mêlent aux faits réels. Psychologiquement, mon cas est très intéressant, et je regrette de ne pouvoir être examiné par un spécialiste allemand compétent en la matière. Car dès que mes yeux se sont ouverts, j'ai éprouvé un puissant désir d'aller voir le temple. Ce désir ne cesse de grandir, bien que automatiquement je lui résiste en lui opposant ma peur de ce monde inconnu. Puis survint une impression de lumière dans les ténèbres aquatiques, et il me sembla avoir vu une sorte de lueur phosphorescente par le hublot qui donne sur le temple. Cela excita ma curiosité, car je sais qu'il n'existe aucun organisme sous-marin capable d'émettre une telle luminosité. Mais avant même que je pusse observer cela soigneusement, survint un troisième phénomène, si étrange qu'il acheva de me faire douter de tous mes sens. Il s'agissait cette fois d'une illusion auditive. Des sonorités rythmées, mélodieuses, comme si un chant avait pu parvenir jusqu'à moi à travers les parois absolument insonorisées du sous-marin. Convaincu que mes sens étaient abusés, j'absorbais une forte dose de bromure de sodium qui sembla dissiper ces perceptions auditives. Mais la phosphorescence persistait, et j'eus peine à réprimer mon envie puérile d'aller jusqu'au hublot pour en chercher l'origine. Elle se faisait pourtant de plus en plus réelle, puisque grâce à elle, à présent, je pouvais distinguer autour de moi des objets familiers, comme le verre maintenant vide dans lequel j'avais absorbé mon calmant. Quelques instants auparavant, ce verre était encore invisible. Je traversai la pièce pour aller le toucher. Il se trouvait effectivement à l'endroit où j'avais cru le voir. Je compris que la lumière était donc soit réelle, soit l'effet d'une hallucination si forte que je ne pouvais la dissiper. Aussi, abandonnant toute résistance, suis-je monté dans la tour. Peut-être était-ce un autre sous-marin qui me sauverait la vie. Je ne voudrais pas que le lecteur considère ce qui va suivre comme une vérité objective. Puisque les événements que je vais décrire dépassent la loi naturelle, ils sont certainement la création subjective de mon esprit surmené. Arrivé dans la tour, je m'aperçus que la mer elle-même était beaucoup moins lumineuse que je ne l'avais cru. Il n'y avait alentour aucun animal, aucun végétal phosphorescent, et la ville était fondue dans les ténèbres invisibles. Ce que je vis n'était pas spectaculaire, ni grotesque, ni terrifiant, et pourtant cela me fit perdre le reste de confiance que j'avais en moi-même. La porte et les fenêtres du temple sous-marin, construit à même la colline rocheuse, rayonnaient d'une lumière intermittente, comme si à l'intérieur une flamme puissante brûlait devant un autel. Ce qui suit est pur chaos. En fixant cette porte, ces fenêtres, je devins la proie de visions si extravagantes que je ne puis même en faire le récit logique. Il me sembla, par exemple, distinguer des objets à l'intérieur du temple, des objets à la fois mouvants et immobiles. Il me sembla entendre à nouveau les chants étranges qui m'étaient déjà parvenus. Mes terreurs se concentraient sur le souvenir du jeune garçon venu de la mer et sur la figurine d'ivoire dont l'image se répétait sur les frises et les colonnes. Je songeais au pauvre Cleanse, à son corps au fond des eaux. Il m'avait prévenu de quelque chose, et il n'y avait pas pris garde. Mais il n'était qu'un faible rhénan, incapable de supporter les ennuis qu'un Prussien endure aisément. Le reste est très simple. Mon impulsion à visiter le temple est devenue une irrésistible attirance à laquelle je ne peux m'opposer plus longtemps. Ma volonté allemande a perdu le contrôle de mes actes.
C'est une semblable folie qui poussa mon second tête nue sans protection dans l'océan. Mais je suis un Prussien, un homme sensé, et j'utiliserai jusqu'à la fin ce qu'il me reste de volonté. Quand il m'est apparu que je devais y aller, j'ai revêtu mon scaphandre. Je m'apprête à confier cette correspondance hâtive à une bouteille, dans l'espoir qu'un jour, elle parviendra au monde. Je n'éprouve aucune crainte. Les prophéties du pauvre Cleanse me laissent indifférent. Ce que j'ai vu ne peut être vrai. Tout ceci vient de ce que je n'ai plus d'air et que je suffoque. La lumière du temple est simple illusion et je vais mourir calmement comme un Allemand dans les profondeurs noires et oubliées. Le rire démoniaque que j'entends vient de mon propre esprit épuisé. Aussi vais-je ajuster avec soin mon scaphandre et marcher hardiment vers ce sanctuaire primitif, vers ce secret silencieux des flots insondés, des siècles innombrables.